Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation des résultats annuels 2023 et du nouveau plan stratégique d'AXA pour la période 24 à 26. Ça sera aussi l'occasion pour moi de vous donner une idée sur les faits marquants de l'année et bien sûr de vous dévoiler les piliers de notre prochain plan. Je suis ici aujourd'hui avec Frédéric de Courtois, avec qui je vais laisser la parole après moi sur les détails de l'exécution de notre plan stratégique, et avec Alban de Maïnel, qui va après nous présenter les objectifs financiers pour notre plan 2024 à 2026. Les membres du comité de direction sont également présents avec moi. Et dans notre échange avec vos questions, on va certainement les intégrer aussi pour voir vos questions et leurs réponses. Si je commence avec le premier slide. Vous savez que les résultats ont été produits dans un contexte qui était très incertain. Et vous le voyez avec n'importe quelle entreprise, avec n'importe quel particulier avec qui vous parlez, le monde était incertain et va certainement aussi rester incertain. Malgré cet environnement, vous avez vu que AXA a réalisé cette année encore d'excellents résultats qui prouvent que la transformation qu'on a commencée depuis 2016 est une transformation réussie. Pourquoi est-ce que c'est réussi? Parce que nos primes sont en hausse de 3%, qui figurent aujourd'hui à 103 milliards d'euros. Et c'est certainement l'illustration de la bonne dynamique drivée par nos lignes et métiers principaux. Deuxièmement, cette croissance est rentable. Le résultat opérationnel est en hausse de 6% à 7,6 milliards d'euros. Et on voit aussi que notre résultat opérationnel par action augmente de 8%, bien au-dessus de la fourchette ciblée de notre plan Driving Progress. Tout ça se passe sur un bilan extrêmement solide. On a atteint une ratio de solvabilité de 227%, en hausse de 12 points. Ces résultats annuels démontrent une nouvelle fois notre capacité de délivrer une belle performance, une performance solide et qui est vraiment tout à fait en ligne avec nos objectifs. Je suis très fier de ce travail réalisé et ce travail était clairement réalisé par nos équipes et on va voir beaucoup plus de détails dans un instant, mais j'aimerais vraiment remercier nos équipes, nos agents, pour vraiment ensemble réussir cette belle performance. Si on doit souligner deux entreprises absolument clés dans ces résultats, c'est clairement AXA XL et AXA France. La rentabilité d'AXA XL est excellente. On voit que le résultat opérationnel approche les 2 milliards d'euros. Et je sais qu'à l'époque où on a annoncé la transaction avec XL, il y a eu beaucoup de questions autour de ça. J'espère qu'aujourd'hui, avec ces résultats et avec l'intégration d'XL réussie, ces questions sont disparues. AXA France, de l'autre côté, a confirmé sa position de leader. Son activité est en croissance malgré du fait qu'AXA France a quand même travaillé dans un environnement qui n'était pas facile. Vous vous rappelez des émeutes de l'année dernière, vous vous rappelez des événements climatiques. C'était quand même en 2023 une année très exigeante pour AXA France. Malgré ces impacts, AXA France a réussi
une hausse de ces résultats de 9%, et tout ça en étant capable de payer 450 millions d'indemnisations, en particulier pour les risques climatiques, et sur une base de satisfaction de leurs clients qui est en hausse. Et j'aimerais en particulier remercier et saluer le travail des équipes et des agences qui ont vraiment travaillé dans un environnement difficile et qui ont réussi ce formidable résultat. Si on regarde maintenant un peu les lignes en détail, j'ai dit que nos primes sont en hausse de 3%. C'est la bonne dynamique derrière chaque ligne de métier que vous voyez ici. Je commence avec l'activité dommages. Elle est en hausse de 7% et se lève à 53 milliards d'euros. C'est vraiment un métier pour nous important, ciblé. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand assureur des entreprises au monde et un très grand assureur en Europe des risques particuliers. Et on voit que notre stratégie de développement, d'un côté, d'être en croissance dans ces métiers, de servir mieux les besoins de nos clients, mais de l'autre côté, de maintenir aussi une discipline tarifaire importante, nous a conduit à cette belle croissance de 7% de nos résultats. Sur le deuxième segment, la vie et la prévoyance, qui reste un segment très important, à peu près un tiers de nos résultats là, et de chiffre d'affaires, là, c'est important, on est en hausse de 1%. Encore une fois, très drivé par la prévoyance et certainement des produits vie et épargne qui sont peu consommatrices en capital. C'est un segment qui reste pour nous très important, certainement à cause du fait que les besoins dans la population sur les retraites, sur la prévoyance, sont encore très importants et vont grandir dans le futur. Le troisième grand métier est la santé, avec à peu près 16% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez là que le contexte pour cette activité était difficile suite à un contexte défavorable au Royaume-Uni. C'est pourquoi on a une réduction de notre résultat là-dedans. En plus de ce contexte défavorable en Angleterre, on a décidé de ne pas renouveler deux gros contrats qui expliquent les moins 7%. Si j'enlève ce non-renouvellement de ces deux contrats, on voit 7% de croissance. Ça veut dire cette ligne de métier qui, pour nous, est très important aussi, reste une ligne de métier hors ce non-renouvellement des deux contrats qui est en croissance du résultat et des primes. Dernièrement, on a la gestion d'actifs qui a aussi travaillé dans un environnement difficile avec une grande volatilité des marchés et certainement l'augmentation des taux veut dire que les actifs sont en baisse. Là, on voit une légère baisse, mais c'est important pour nous de continuer notre chemin, en particulier avec une stratégie de croissance dans les actifs alternatifs comme l'immobilier ou la dette privée. Vous voyez là, dans la totalité, que AXA est très bien positionné et certainement que AXA est très bien balancé. On a à peu près 50% de notre business avec des clients entreprises, 50% avec des clients particuliers et derrière tout ça, il y a une diversification géographique qui fait qu'on a réussi malgré un contexte qui est resté exigeant. Si je regarde maintenant le plan qui se termine, le plan Driving Progress, on voit que ces très bons résultats de l'année 2023 ont certainement bien contribué pour la fin de ce plan Driving Progress parce que
on a atteint ou surperformé dans la majorité de ces résultats. Si je prends le résultat opérationnel par action, il est en hausse de plus 9%, ça veut dire 2 points de pourcentage plus que la fourchette haute du cible. Ça veut dire là, on a surperformé. Si je regarde le deuxième objectif, c'est la remontée de trésorerie cumulée. On est à la fin de ce plan à 16,4 milliards, là aussi 2,4 milliards au-dessus de notre cible de 14 milliards. Si je regarde notre ratio de solvabilité, à l'époque, on a envisagé un objectif de 190%. Là, à la fin de ce plan, nous arrivons à 227%, encore une fois, bien au-delà de notre objectif. Et enfin, le rendement des capitaux propres est situé en haut de notre fourchette de 13 à 15% avec 14,9%. Ces résultats témoignent encore une fois ce grand effort collectif qu'on a tous réussi ensemble dans une transition d'AXA qui était profonde depuis 2016. On arrive maintenant à la fin de cette grande transformation et ce nouveau AXA, parce qu'encore une fois, l'entreprise porte le nom AXA, mais derrière et dedans, il y a aujourd'hui complètement autre chose relativement à 2016. Ce nouveau AXA est aussi le socle pour nos réussites de demain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016? On a simplifié l'organisation, ça veut dire on s'est focalisé sur moins de géographies, mais dans ces géographies pour des parts de marché très importants, qui fait qu'on a aujourd'hui un mix géographique plus focalisé, mais bien reparti. Deuxièmement, on a basculé notre exposition majoritairement des risques financiers vers des risques techniques, et notamment l'acquisition d'AXA XL était, le témoin emblématique de ça. Et vous avez vu aussi que l'intégration est réussie, l'intégration d'AXA XL au sein du groupe AXA. Si je regarde un peu l'environnement actuel et qu'est-ce que ça veut dire pour notre plan, on voit que AXA aujourd'hui est bien positionné parce que moi je pense que l'environnement actuel qu'on a vu depuis à peu près 3 ans va quand même rester au même niveau de volatilité, au même niveau d'incertitude. On a réussi pendant 3 ans à bien performer dans un environnement difficile et volatile et je suis confiant qu'on va continuer cette trajectoire. Pourquoi est-ce que je suis confiant? Parce que, comme je l'ai évoqué avant, notre business mix est diversifié du point de vue des métiers, mais aussi du point de vue de notre empreinte géographique. On a dans toutes les géographies où nous sommes des positions importantes, des positions fortes, si c'est en France, si c'est en Europe, mais aussi si c'est dans les marchés émergents où on s'est focalisé sur moins de marchés, mais dans les marchés, nous sommes très forts. Et dernièrement, on a aussi réussi à adapter notre gamme de produits, notre offre de services. Par exemple, aujourd'hui, si on parle sur le changement climatique, il y a beaucoup de fois la question qui arrive, est-ce que le climat est encore assurable? Oui, le climat reste assurable sous la condition qu'on pousse et qu'on beaucoup plus la prévention, qu'on aide nos clients avec la prévention. Et c'est pourquoi, par exemple, AXA France, en début de cette semaine, a lancé une initiative très importante avec la garantie verte. On en parle certainement plus tard. Si je vois, c'est ce que AXA Climate a fait avec 200 scientifiques du climat pour aider nos clients à mieux se protéger contre la prochaine tempête. C'est cette direction-là dans laquelle on doit aller. Au-delà de cette question de l'environnement, comme je l'ai évoqué avant, AXA est aujourd'hui
très balancé et ce modèle d'AXA est quand même un modèle très particulier parce que vous ne trouvez aucun concurrent qui a le même profil, le même portefeuille. Dans le service des entreprises, qui fait à peu près 50% de notre volume, nous sommes aujourd'hui le plus grand assureur mondial des entreprises pour leurs biens physiques comme des bâtiments, les usines, mais aussi pour leurs biens humains, les collaborateurs. Deuxièmement, avec notre resserrement géographique, nous sommes un des leaders dans l'assurance de l'entreprise et de particuliers en Europe, et très fort aussi dans la vie et la santé. Et c'est là aussi où notre métier de la gestion d'actifs se complète bien avec notre leadership en Europe, parce que dans la partie de l'assurance vie, dans la partie de l'assurance de retraite, il est très important d'avoir un très bon fournisseur des produits financiers, mais aussi un bon gestionnaire des produits financiers pour nos clients. Enfin, si vous regardez AXA aujourd'hui, c'est aussi une entreprise qui a renforcé son engagement auprès de ses collaborateurs. Parce que l'assurance, c'est quoi? Vous achetez une promesse. Et vous achetez une promesse auprès d'un collaborateur, auprès de quelqu'un qui est un humain. Et c'est pourquoi il est important que l'engagement de nos collaborateurs, l'accompagnement de nos collaborateurs dans leur vie professionnelle est très important. Et on a lancé, sous la direction de Karima Sylvan, DRH du groupe, un programme qui s'appelle We Care, où on a vraiment mis un accent très important sur la partie care, comment on peut aider nos collaborateurs à rester engagés, à continuer à se former dans ce monde qui est en mouvement permanent. Deuxièmement, AXA était toujours une entreprise très engagée sur le climat et veut rester un leader dans la transition climatique. Vous avez vu qu'on était les premiers à l'époque de prendre des distances du secteur de charbon. Depuis 2015, on a investi 26 milliards dans des investissements pour vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Et vous avez vu aussi que pour la première fois, on a publié nos objectifs de décarbonisation de certains portefeuilles d'assurance dommages. Ça veut dire notre rôle comme investisseur et assureur dans la lutte contre le réchauffement climatique est important et va rester important dans la durée. Et notre philosophie n'est pas de pénaliser, notre philosophie est d'accompagner les entreprises et les particuliers dans cette transition climatique. Et c'est ce que je viens de citer sur AXA France. Et la question de la garantie verte est exactement dans cet esprit. Et cet engagement dans la société est vraiment notre philosophie et au cœur d'AXA depuis 40 ans. Parce que cette question du partage de valeur entre les parties prenantes est absolument clé chez nous. Et regardez que la balance est juste et très importante. Et vous voyez, par exemple, si je commence avec nos collaborateurs, nous sommes certainement un grand employeur en France. On verse dans la totalité du monde 8,6 milliards de salaires et primes. Et certainement aussi, en termes de recrutement, nous sommes très actifs et on va rester très actifs. Il est important de faire du nearshoring et du offshoring pour trouver les bons talents, mais si on a envie de faire un grand pari de croissance dans le prochain plan, il faut recruter, il faut continuer à recruter. Sur nos clients, vous voyez aussi 50 milliards d'indemnités
certainement dans les moments durs, comme j'ai évoqué avant, les événements climatiques, les émeutes, c'est important de rester avec nos clients et de les aider. Et bien sûr, dans l'accompagnement des entreprises, on est là pour assurer et pour investir. Et bien sûr, nous sommes aussi un grand contributeur sur la fiscalité française et dans le monde avec à peu près 12 milliards d'impôts. AXA est une entreprise qui reste très engagée, mais qui a aussi des actionnaires importants. Et c'est pourquoi on regarde certainement que la dimension actionnariale est aussi bien adressée avec un dividende qui est au niveau de la progression de notre résultat, mais aussi au niveau des attentes relatives à nos concurrents. Et je suis très heureux de voir que 30% de nos collaborateurs sont aussi des actionnaires. Ça nous donne une bonne base pour le futur et j'aimerais qu'on parle vite aussi sur le prochain chapitre du groupe qui est le plan 2024 à 2026. On a donné le nom Unlock the Future. Ça veut dire c'est un plan qui est ambitieux, c'est un plan qui est axé sur la croissance, un plan qui est axé sur l'innovation et certainement un plan qui est axé sur l'investissement continu dans AXA. Alors, quelles sont les dimensions et les piliers de ce plan? D'abord, c'est la croissance organique. On a aujourd'hui une belle plateforme avec AXA. On a créé une nouvelle AXA. Maintenant, c'est dans la prochaine phase accélérer même plus la croissance organique. Deuxième point, on veut continuer à renforcer notre excellence à la fois technique et opérationnelle, certainement aussi avec les nouveaux moyens de technologie. Et troisièmement, on veut continuer à affirmer davantage notre rôle au cœur de la société. Alors, comment on va faire? Sur la question de la croissance, on va certainement se focaliser dans les endroits où nous ne sommes pas encore présents. On va se focaliser dans plus de recrutement et investissement dans notre distribution. Et Frédéric va revenir sur plus de détails dans un instant. Sur la partie excellence technique et opérationnelle, je l'ai dit, l'usage des données et l'utilisation des moyens technologiques, en particulier l'intelligence artificielle, vont nous donner les moyens pour faire mieux. Ça veut dire mieux tarifier, mieux gérer les sinistres, mais aussi mieux gérer le service client par l'automatisation. Et le troisième pilier, comment AXA peut rester et devenir même plus fort dans la partie sociétale, reste un sujet très important. J'ai dit on va continuer nos efforts sur le climat avec AXA Climate et aussi avec des initiatives comme la garantie verte que je viens d'évoquer pour AXA France, mais on va aussi enchaîner un nouveau chapitre de l'engagement sociétal avec l'assurance inclusive pour des clients plus modestes et des micro-entrepreneurs. Parce qu'on a vu, il y a une grande partie des Français aujourd'hui qui peut soit pas se permettre d'acheter de l'assurance ou sont exclus. On veut commencer en France avec un nouveau gamme de produits pour adresser ces besoins et après on va aussi offrir ça dans les marchés européens. Pour confirmer et pour bien établir qu'on veut vraiment aller plus loin avec notre prochain plan, on se fixe encore une fois des objectifs financiers ambitieux qui sont au-delà des objectifs de notre dernier plan et qui sont vraiment caractérisés par on veut maintenant unlock the future, ça veut dire prendre cette belle entreprise AXA et faire mieux et faire plus. Comment on va faire? Avec un résultat opérationnel par action qu'on veut atteindre entre 6 et 8%,
un objectif de rentabilité de nos capitaux entre 14 et 16% et une remontée de trésorerie supérieure à 21 milliards d'ici 2026. Ça nécessite des investissements et on a certainement planifié des investissements de plus que 2,5 milliards pour les prochaines 3 ans dans la partie technologie que je viens d'évoquer, mais aussi dans la partie de croissance parce que la croissance nécessite certainement de l'investissement. Aujourd'hui, vous avez vu, on propose également une nouvelle gestion du capital attractif pour nos actionnaires. Cette grande discipline et la performance opérationnelle nous permet de proposer un dividende en hausse et de lancer un nouveau programme des rachats d'actions. Et cet renforcement de notre politique de redistribution va aussi rester avec nous pour ce prochain plan. Frédéric va maintenant nous détailler qu'est-ce que ça veut dire ce plan et comment on va l'exécuter. Et je passe la parole à Frédéric. Merci. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Thomas vous a parlé de l'ambition de notre plan et je vais vous parler de l'exécution, du métier. Alors, le point de départ, comme vous l'avez compris, est excellent. Et donc, notre plan n'est pas une révolution. Notre plan est une évolution, et une évolution ambitieuse. Et vous verrez que notre plan s'appuie sur un portefeuille d'initiatives qui est extrêmement ambitieux. Alors, quel est le point de départ ? Le point de départ, c'est notre franchise, et notre franchise est excellente. Et vous voyez ici nos 3 métiers, que je vais rapidement passer en revue. Notre premier métier, c'est l'assurance des entreprises, avec 35 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça va des très grandes entreprises, des multinationales aux PME, et ça passe à travers donc, les ETI, l'assurance des infrastructures, etc., etc. Deuxième métier, la santé et l'employé bénéfice. Donc vous savez que l'employé bénéfice, c'est la couverture des employés des entreprises, donc couverture en termes de prévoyance et de santé, un métier dans lequel nous réalisons 20 milliards de chiffre d'affaires, et enfin l'assurance des particuliers que nous exerçons dans une vingtaine de pays avec 42 milliards de chiffre d'affaires. Si je regarde comment nous nous positionnons dans ces 3 métiers, nous sommes probablement, il n'y a pas de classement officiel, le numéro 1 au monde pour l'assurance des entreprises, avec 35 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un métier qui est par essence mondial et que nous exerçons dans tous les pays. Si je regarde la santé et l'employé bénéfice, nous sommes clairement le numéro 1 en Europe en termes d'assurance santé. Et nous sommes probablement le numéro 1 dans le monde, hors US, pour l'employé bénéfice. En assurance des particuliers, nous sommes en général dans le top 3 dans nos principaux marchés. Et vous savez que nos principaux marchés sont l'Europe occidentale, Hong Kong, le Japon et un certain nombre de pays émergents. Thomas, sur la page d'après, vous a parlé des 5 piliers de notre plan, donc 3 objectifs, 3 priorités et 2 ressources, comme vous le voyez sur cette page. J'insisterai donc sur 2 messages. Le premier, c'est que notre plan, c'est vraiment un plan fait d'investissement dans notre cœur de métier. Donc notre cœur de métier, c'est l'assurance et la gestion d'actifs dans les pays où nous sommes déjà présents. Donc pas d'ambition d'aller planter des nouveaux drapeaux, on se concentre sur notre cœur de métier. Mon deuxième message est que la grande nouveauté de ce plan, c'est de porter à l'échelle, j'ai cherché une meilleure traduction pour scale up, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne traduction, porter à l'échelle ce que nous faisons. C'est facile de faire des pilotes, des use cases, la difficulté c'est d'industrialiser. Et l'objectif de notre plan, c'est d'industrialiser en particulier sur la tech et sur
l'excellence technique. Je vais rapidement passer en revue donc, les 5 piliers de notre plan, en commençant par donc, le pilier qui est l'accélération de la croissance organique. On n'a pas d'objectif, parce qu'on n'a pas d'objectif de croissance du chiffre d'affaires, mais on a une ambition, et l'ambition, c'est de croître notre chiffre d'affaires au cours du prochain plan de 5% par an. De façon générale, nous, on pense qu'on peut croître le dommage aux entreprises au-delà du PIB. C'est une activité qui, en général, croît au-delà du PIB. Même chose pour l'employé bénéfice et la santé, une croissance au-delà du PIB et une croissance en ligne avec le PIB pour l'assurance des particuliers. Donc ça, c'est l'ambition générale. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en 2023 sur un portefeuille d'initiatives de croissance organique. Et on a aujourd'hui un portefeuille d'une centaine d'initiatives pour accélérer la croissance. Donc c'est parfois des initiatives locales et c'est parfois des initiatives transversales, donc dans tout le groupe. Je vais vous citer quelques-unes de ces initiatives. Donc en dommage entreprise, l'initiative très importante, c'est la couverture des ETI, des entreprises de taille moyenne. Alors pourquoi les ETI? Parce qu'on est déjà très bien positionné sur les très grandes entreprises avec AXA XL, et de façon générale, on est très bien positionné sur nos marchés sur les PME. Sur les ETI, on a fait l'analyse qu'on était bien positionné seulement dans 4 pays, la France, la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Et on a l'ambition d'étendre ces activités aux autres pays européens et de l'étendre de façon sélective aux États-Unis. Donc un projet qui a commencé en 2023 et un projet très ambitieux. On pense qu'on a tout pour réussir, on connaît ces marchés, on connaît ce métier, on a la capacité à proposer, c'est de plus en plus important pour les ETI, des couvertures mondiales. Et donc on a tous les atouts, si je puis dire, pour réussir. Sur le dommage des entreprises, la deuxième grande initiative de croissance, ce sont tous les nouveaux risques, les risques du XXIe siècle. Alors c'est en particulier l'assurance cyber et l'assurance de la transition énergétique. Alors pour un assureur, c'est assez terrible parce qu'on n'a pas de données historiques. Or l'assurance, c'est un tarif bâti sur des données historiques. Donc on a décidé d'être courageux, d'investir, de créer des centres d'expertise et d'apprendre progressivement pour se développer sur le cyber où on est déjà dans les 3 grands assureurs mondiaux et pour mieux couvrir la transition énergétique. Pour l'employé bénéfice et la santé, qui est par essence donc une activité en forte croissance, notre plus grande initiative, c'est qu'on veut développer l'employé bénéfice pour les PME. En général, les employés des grandes entreprises sont assez bien couverts, en général. Les PME le sont beaucoup moins. Et donc, on a décidé d'investir là-dessus. Et pour ça, on a une entreprise tech interne qui s'appelle EB Partners, qui développe des outils tech et des services pour les DRH des grandes entreprises et des PME et pour les employés de ces entreprises. Et on va s'appuyer là-dessus, donc on le fait déjà pour les grandes entreprises, on va s'appuyer là-dessus pour développer le marché des PME. Pour le dommage des particuliers, 3 grandes initiatives. La première, c'est qu'on veut faire croître nos réseaux de distribution propriétaires, donc nos agents et salariés. C'est assez nouveau parce qu'on était focalisé ces dernières années sur la croissance de la productivité. Et donc là, on est focalisé à la fois sur la productivité, j'y reviendrai, mais également sur le nombre. C'est-à-dire qu'on veut faire croître la taille de nos réseaux propriétaires, donc faire croître nos réseaux d'agents et nos réseaux salariés. Et on a la forte conviction chez AXA que c'est au fond le meilleur investissement qu'on puisse faire. La deuxième initiative de croissance, c'est toujours l'augmentation de la productivité. Et là-dessus, l'intelligence artificielle va nous aider. Lors du plan précédent, on a découvert qu'on pouvait vendre sans rencontrer physiquement le client, par la force des choses, puisque le Covid nous a aidés. Donc la signature électronique, Teams, Zoom, etc. La phase suivante, c'est vraiment la phase de l'intelligence artificielle
pour aider nos réseaux et nos réseaux d'agents et nos réseaux salariés à être plus productifs. La troisième grande initiative de croissance sur le particulier, c'est l'assurance vie et d'épargne. L'assurance vie et d'épargne reste pour nous un métier stratégique, reste une grande opportunité. Donc on est très puissant sur cette activité en France, au Japon, à Hong Kong, mais on peut faire mieux. Et on a notamment de grandes opportunités de croissance dans un certain nombre de pays européens, notamment la Belgique, l'Allemagne et la Suisse, mais également en Asie. Donc on a décidé d'investir et d'accélérer la croissance sur l'assurance vie. Prochain chapitre, l'excellence, donc renforcer l'excellence. C'est à la fois l'excellence technique et l'excellence opérationnelle. Sur l'excellence technique, je mentionne 3 sujets. Le premier, c'est très tech, data, AI, photosatellite. Donc toutes ces nouvelles technologies ont la maturité pour nous pour améliorer l'excellence technique, améliorer la tarification, améliorer la couverture que nous proposons à nos clients. Deuxième grand sujet, mieux couvrir les catastrophes naturelles. Il est clair que les catastrophes naturelles augmentent. C'est absolument clair, c'est un fait, c'est une menace et c'est une opportunité. On a tous les atouts pour bien couvrir les catastrophes naturelles. On a un modèle interne pour mesurer ces 4, en plus des 2 standards de marché. On a un outil de souscription pour souscrire de façon cohérente les catastrophes naturelles. On investit dans l'AI et l'analyse des images satellites. Donc il n'y a aucun doute qu'on continuera à assurer les 4 et on veut le faire de façon plus technique. Et troisième sujet, on veut investir et développer toujours plus de services. J'ai parlé des services pour l'employé bénéfice et la santé. Un mot sur les services aux entreprises. Donc on a lancé ce grand écosystème qu'on appelle en interne la Digital Commercial Platform, donc qui est un écosystème de services pour les entreprises, qui a fait un début très prometteur et dont fait partie AXA Climate. Donc pour nous, c'est toujours plus de services aux entreprises, toujours plus de prévention. Sur l'excellence opérationnelle, également 3 grands sujets. D'abord, investir et terminer les fondamentaux. Et une des grandes étapes, c'est l'achèvement de notre passage au cloud à la fin du plan, c'est-à-dire en 2026. Deuxième grand sujet, c'est l'automatisation de toutes les tâches simples, qui sont précisément les tâches où on a du mal à recruter. Donc les automatiser est indispensable. Et troisième sujet qui est, comme je l'ai dit en introduction, le scale-up, la mise à l'échelle de tous nos use cases et nos pilotes sur l'AI et les data. On a 400 expériences et pilotes dans le groupe déjà opérationnels, mais on a décidé d'en sélectionner, de continuer ces 400, mais d'en sélectionner 17 qui avaient un potentiel pour être mis en œuvre dans tout le groupe, et on va le mettre en œuvre dans tout le groupe au cours des prochaines années. Thomas, je passe au pilier suivant, Thomas a évoqué le sujet de notre rôle dans la société. Alors je vous rappelle qu'on a une magnifique raison d'être, qui est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte, et donc on veut être fidèle à cette raison d'être. Donc ça, c'est tous les jours dans notre métier, si je puis dire, mais on a en particulier 2 initiatives extraordinaires que je vais vous décrire brièvement. La première, c'est l'assurance inclusive. Alors, ce qu'on appelle l'assurance inclusive, c'est l'assurance des personnes qui ont des revenus modestes. Il y a l'assurance des personnes qui ont encore plus besoin d'assurance que les autres, mais qui n'ont pas les moyens de se payer les bonnes couvertures d'assurance. Alors, ce n'est pas un métier nouveau pour nous, parce qu'on l'a lancé il y a quelques années dans les pays émergents, et on a une business unit qui est dédiée à l'assurance inclusive, qui s'appelle AXA Emerging Customers, et on a déjà 14 millions de clients dans les pays émergents sur ce segment. La grande nouveauté, c'est qu'on a pris conscience que ça serait utile de le faire dans les pays mûrs, donc essentiellement l'Europe occidentale. Donc on a décidé de commencer par la France, puis de l'étendre en Europe, et vous allez voir des nouvelles offres déjà cette année. Alors c'est une question de produits, de prix, de distribution, et donc si je prends l'exemple d'AXA France,
les réseaux seront mobilisés là-dessus, que ce soit Direct Assurance, les réseaux agents, les réseaux salariés. Donc ça, c'est pour nous une grande initiative au cours du prochain plan. Une grande initiative qui n'est pas nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le sujet de la transition climatique. Donc vous savez qu'on a toujours été très actifs sur l'empreinte carbone de notre portefeuille d'actifs et on a déjà fait beaucoup. La nouveauté, c'est qu'on veut maintenant se développer sur 2 axes. D'abord, offrir plus de services d'adaptation et de prévention. Donc, j'ai parlé de nos services liés aux entreprises, j'ai parlé d'AXA Climate, Thomas a parlé de la garantie verte d'AXA France. Donc ça, c'est un premier axe de développement. Et le deuxième axe de développement, c'est, et j'en ai parlé quand j'ai parlé des lignes d'entreprise, c'est l'assurance ou la protection de la transition énergétique, qui est quelque chose sur lequel les entreprises ont du mal à trouver des offres et sur lequel nous sommes tout à fait légitimes. Dernier chapitre, brièvement, qui est le sujet donc des hommes et des femmes. J'ai coutume de dire qu'une société d'assurance, ce sont des femmes et des hommes, de la tech et des données. Ça, c'est une entreprise d'assurance. On n'a pas d'usine, on n'a pas de brevet. Et je pense que le plus grand challenge pour une entreprise comme AXA au cours des 10 prochaines années, c'est le sujet des people, c'est le sujet des femmes et des hommes. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie ambitieuse, 3 chapitres. Donc la gestion des talents et la culture. Et sur ce sujet, les grands challenges, c'est comment pouvons-nous continuer à attirer des jeunes et à les garder, et comment pouvons-nous garder nos seniors et faire en sorte qu'ils transmettent leur know-how aux autres personnes dans l'entreprise quand ils partent à la retraite. Premier grand sujet. Le deuxième grand sujet, c'est l'augmentation, la montée en gamme des compétences. Il est clair que, comme je vous l'ai dit, le métier de l'assurance va être profondément chamboulé par les AI, les data, etc. Il est clair qu'on doit faire monter nos équipes en compétences et investir sur ce sujet. Et enfin, le sujet de la diversité et de l'inclusion et du care qui est important en soi et important pour attirer et retenir nos talents. Conclusion, je pense, mais je suis totalement biaisé, que nous avons un bon plan. Je suis convaincu que nous avons une bonne équipe et une vraie équipe. Et nous avons une équipe motivée. On mesure 2 fois par an la satisfaction de nos employés et le taux de satisfaction, le moral de nos employés est un plus haut historique, avec un score de 40, donc c'est le fameux Net Promoter Score. Je pense qu'on peut encore faire mieux, mais c'est très encourageant. Et enfin, on a comme équipe un bon track record, puisqu'on a atteint ou dépassé l'ensemble des objectifs du plan précédent. Donc tout ceci me rend extrêmement confiant pour la mise en œuvre et l'exécution de notre prochain plan. Merci. Donc, bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter comment ce que Thomas et Frédéric vous ont dit sur notre plan, comment cela va se traduire dans nos chiffres pour les 3 années qui viennent. Mais avant de regarder dans le futur, c'est intéressant, comme Frédéric y faisait allusion à l'instant, de regarder notre track record. Et donc, si on regarde notre résultat opérationnel depuis 2016 sur cette diapositive, vous voyez que ce résultat opérationnel a cru de façon extrêmement régulière depuis 2016 jusqu'en 2023, avec l'exception de 2020 liée au Covid, ce qui montre notre capacité, d'une part, à accroître nos marges année après année, mais aussi à gérer la volatilité et en particulier les catastrophes naturelles. Donc si on regarde maintenant plus précisément les chiffres de 2023, le résultat opérationnel global s'établit à 7,6 milliards. 7,6 milliards, c'est une hausse de 6%, et c'est aussi en ligne, et même un peu au-dessus de la guidance qu'on avait donnée en début d'année dernière. Vous savez qu'avec le passage d'IFRS 17, tout le monde était un peu perdu. On avait dit que nous ferions plus de 7,5 milliards de résultats, et effectivement, nous avons fait 7,6 milliards de résultats opérationnels. Notre résultat net
qu'il faut comparer à IFRS 4. Et je suis désolé parce que dans les quelques slides à venir, je vais un peu passer d'IFRS 4 à IFRS 17. Mais notre résultat net, par rapport à ce qu'il était l'an dernier en IFRS 4, croît de 10%, ce qui est une belle performance. Et c'est porté par l'ensemble de nos métiers, et notamment le résultat en dommages qui s'établit à 5 milliards d'euros et qui est en hausse de 14%. Si je passe maintenant à la solvabilité, notre solvabilité s'inscrit à 227%, un très haut niveau, en hausse de 12 points par rapport à la fin de 2022. Et ce qu'il faut retenir de ces chiffres sont deux choses. La première chose, c'est que nous générons beaucoup de solvabilité tous les ans. L'année dernière, c'était 29 points de solvabilité. Et donc nous avons donné une fourchette de 25 à 30 points. Donc nous générons 29 points de solvabilité par an. Bien évidemment, nous en redonnons une bonne partie à nos actionnaires à travers les dividendes et les rachats d'actions, 22 points, mais néanmoins nous créons de la solvabilité année après année. Et l'autre chose à retenir, ce sont les plus 12 points que vous voyez sous l'intitulé « gestion, dette, etc. » En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que nous avons colossalement réduit nos risques financiers l'an dernier, et notamment notre exposition au taux d'intérêt. Et en réduisant ces risques financiers, nous réduisons nos besoins de fonds propres et nous créons donc une amélioration de la marge de solvabilité. Vous avez également sur ce slide le montant de trésorerie, de cash, que nous faisons remonter de nos entités. Vous savez que c'est un point sur lequel nous avons mis l'accent depuis maintenant quelques années. Notre capacité à faire remonter du cash est également clé pour pouvoir aussi en redistribuer à nos actionnaires. Mais j'insiste, et j'y réinsisterai un peu plus tard, ceci est fait après les investissements que nous consentons pour la croissance ou pour la technologie, et pas au détriment de ces investissements-là. Donc ça, c'est pour le passé. Maintenant, regardons un peu le futur sur notre plan et la croissance que nous envisageons par ligne de business. Donc, sur l'assurance dommage, nous pensons être capables de faire croître nos résultats chaque année de 4 à 6%. Alors, quels sont les leviers ? Le premier levier, et qui revient à ce que Frédéric a pu dire, ainsi que Thomas, c'est simplement la croissance de nos revenus. Nous pensons que nous pouvons faire croître nos revenus de 5%, avec une dynamique un petit peu différente entre la partie assurance entreprise et l'assurance des particuliers. En assurance entreprise, ça sera beaucoup sur le développement de notre offre sur les entreprises de taille intermédiaire. Ce sera aussi beaucoup dans l'accompagnement des nouveaux risques, comme Frédéric a pu le dire. Tandis que sur la partie particulier, c'est plutôt les gains de productivité et la croissance de notre réseau de distribution qui porteront la croissance de notre chiffre d'affaires dans cette activité-là. Nous pensons aussi que nous pouvons continuer à augmenter nos marges et donc réduire notre ratio combiné de 2 points. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire ça en utilisant les techniques qu'on vous a données et qu'on vous a citées il y a 5 minutes, une meilleure tarification, une meilleure gestion des sinistres, une meilleure compréhension de nos risques, et notamment grâce à la technologie telle qu'on a pu vous le dire. Il est intéressant de voir aussi que nous pensons augmenter nos marges de 2 points, mais nous avons quand même augmenté ce que nous prévoyons de payer chaque année sur les catastrophes naturelles. Nous prévoyons jusqu'à présent d'avoir 4 points de ratio combiné sur nos catastrophes naturelles. On va passer maintenant à 4,5 points. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous voyons tous que ce qu'on appelle les périls secondaires, et qui méritent mal leur nom, c'est-à-dire la sécheresse, les inondations, la grêle, se multiplient. On l'a vu en 2023, on l'a vu dans les années précédentes, donc il est raisonnable et prudent de penser que c'est quelque chose de stable, et donc nous augmentons notre budget de catastrophes naturelles. Nous continuerons aussi de faire des gains de productivité comme nous l'avons fait dans le passé. Un élément un peu technique, vous savez qu'en IFRS 17, nous escomptons nos sinistres. Et donc, année après année, nous désescomptons ces sinistres-là, et ça vient dans
notre compte de résultat. Dans les années à venir, ce désescompte va peser sur notre résultat à hauteur de 500 millions net de l'augmentation de nos produits financiers. C'est purement comptable, mais il faut le prendre en compte et vous le verrez dans les années qui viennent. Mais malgré ça, compte tenu de la croissance de nos revenus, compte tenu de la croissance de nos marges, nous prévoyons d'avoir une hausse de 4 à 6% de notre résultat en assurance dommages. Si je passe maintenant à l'assurance vie, alors là encore, désolé du jargon IFRS 17, sur toute la partie épargne, pour faire simple, nous créons ce qu'on appelle une CSM. La CSM, c'est le réservoir de nos profits futurs. Et nous relâchons une partie de cette CSM chaque année. Donc nous pensons que nous pouvons faire croître cette CSM de 3% et donc faire croître le relâchement de 3% chaque année au moins. Mais il y a toute une partie, 15 milliards de primes, qui correspondent à la santé et à la prévoyance, notamment collective, et donc à l'employee benefit. Sur cette partie-là, nous pensons que nous pouvons faire croître nos revenus à un niveau élevé de 6%, et là encore, avec les initiatives que Frédéric a pu décrire. Tout en, là encore, en augmentant nos marges, et nous pensons que nous pouvons réduire sur ces 15 milliards de primes notre ratio combiné de 3 points. Alors, une partie viendra du fait qu'en Angleterre, vous savez que nous avons souffert en 2023 des changements liés à la gestion du NHS, la sécurité sociale anglaise. Donc ça fait partie de ces 3 points, mais plus fondamentalement, c'est une amélioration de nos marges en santé et en prévoyance que nous voyons. Et pour le coup, sur ce segment-là, nous prévoyons que nos résultats financiers nets soient stables sur la période. Ce qui fait qu'au global, nous voyons une hausse de nos résultats en vie et en santé également de 4 à 6%. La gestion d'actifs, comme vous le savez, représente à peu près 5% de nos résultats. Quand on regarde 2023, nous avons une forte collecte auprès de tiers, 9 milliards d'euros, à peu près pour moitié sur la partie liquide, que nous appelons corps, et sur la partie alternative, immobilier, dette privée, pour 4 milliards. Et nous prévoyons que cette collecte nette se reproduise dans les années à venir, peu ou prou, et donc amène à une hausse régulière de notre résultat en gestion d'actifs, une hausse de 7%. Sur la partie holding, il y aura une légère dégradation des coûts de la holding pour plusieurs raisons. Première chose, tout simplement, c'est la holding qui porte la dette. Avec la hausse des taux d'intérêt, la dette coûtera un petit peu plus cher. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous investissons en technologie, en croissance, dans nos entités, bien évidemment, mais aussi un peu à la holding. Ça viendra augmenter les frais. Et troisième point, vous avez en tête donc l'OCDE a mis en place une nouvelle taxe ou un système qui permet de s'assurer que tous les pays payent au moins 15% d'impôts sur les sociétés. Donc nous, ça va nous affecter un peu en Irlande, à Hong Kong et aux Bermudes, et ça va nous coûter un petit peu moins de 100 millions. Et donc, si je passe maintenant aux objectifs financiers globaux, donc notre résultat opérationnel par action, compte tenu de ce que je vous ai dit sur les résultats, devrait croître de 6 à 8% par an. La rentabilité de nos fonds propres, nous avions donné un objectif de 13 à 15% dans le dernier plan, on a fini à 14,9%. Donc nous montons cet objectif-là, de 14 à 16%, ce qui reflète deux choses. Ça reflète le fait que nous prévoyons d'augmenter nos marges, mais aussi le fait que notre besoin de fonds propres, nos capitals requis, a baissé compte tenu de ce que je vous ai expliqué sur la réduction de nos risques et notamment risques financiers. Nous prévoyons de faire remonter 21 milliards de cash de nos entités. On s'était donné 14 milliards il y a 3 ans pour le plan précédent. On avait fait 16. Donc 21 milliards, c'est une hausse très significative. Et enfin, nous avons une politique de gestion du capital que nous changeons légèrement, où nous disons qu'au global, nous redistribuerons à nos actionnaires 75% de nos résultats par action.
60% sous forme de dividendes, 15% sous forme de rachat d'actions. De la même manière que dans nos résultats, il y a les investissements que nous faisons sur la croissance, là, dans les 25% que nous ne redistribuons pas, ce sont bien les investissements en capital pour la croissance que nous consentons. Donc, il faut voir ça comme quelque chose d'équilibré entre ce que nous donnons à nos actionnaires et ce que nous investissons pour la croissance dans le futur. Voilà, je m'arrête là. Merci Frédéric, merci Alban. Pour résumer, nos résultats financiers 2023, comme vous avez vu, sont très solides et ont démontré à nouveau un grand engagement pour la société et pour nos collaborateurs. Deuxième point, vous avez vu qu'on a terminé notre plan Driving Progress avec beaucoup de succès. Les 4 objectifs financiers sont atteints, voire suratteints. Troisième sujet, la transformation profonde d'AXA qu'on a commencé depuis 2016 est réussie et est fait, et c'est notre socle pour ce prochain plan. Vous avez vu que nous lançons ce prochain plan aujourd'hui, qui s'appelle Unlock the Future, basé sur 3 piliers: accélérer la croissance, renforcer notre excellence technique et opérationnelle et certainement affirmer notre rôle responsable dans la société. La clé de cette réussite, vous l'avez bien vu, c'est les compétences et le bien-être de nos collaborateurs, ainsi bien sûr également une gestion disciplinée de l'entreprise et de notre capital. J'aimerais vraiment utiliser encore une fois cette opportunité à nouveau d'exprimer ma reconnaissance et gratitude auprès de tous les collaborateurs d'AXA et de nos agents pour leur engagement vis-à-vis nos clients, vis-à-vis la société, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait soi-même, c'est un grand effort collectif basé sur la confiance de nos actionnaires, basé sur la confiance de nos clients, et c'est quelque chose qui me rend très fier. Alors, vous avez vu, le rôle de l'assureur a complètement changé. J'ai décidé de rejoindre l'assurance il y a presque 20 ans, et je me rappelle à l'époque, l'assureur était vu comme le payeur des factures. Aujourd'hui, vous avez vu dans nos exposés, mais aussi dans les grands débats qu'on a, que l'assureur est devenu partenaire de ses clients, mais aussi partenaire de la grande société. Et nous sommes très fiers d'ouvrir maintenant ce nouveau chapitre de ce nouveau plan et de ensemble réussir à nouveau d'arriver à faire ce plan, mais aussi de mettre en avant le grand investissement et le grand engagement d'AXA dans la société. On passe maintenant à vos questions et nos réponses, et j'invite mes collègues du comité de direction d'AXA de me joindre sur scène.
donner la priorité aux questions dans la salle. Je sais pas s'il y a des questions. Oui. Qui veut commencer avec la première question? Allez-y. Oui, bonjour, Eric Benamou de la Tribune. J'ai deux questions à vous poser. Il y a le confrère de Disclose qui vient de publier une enquête ce matin. Vous m'entendez ou pas? Un peu mieux maintenant. Peut-être vous pouvez recommencer. Oui, il y a le confrère de Disclose qui ont publié une étude ce matin sur votre exposition sur le gaz de schiste aux États-Unis. Donc j'aimerais que vous nous précisiez un petit peu quelle est votre politique de couverture des risques dans les hydrocarbures, et notamment les hydrocarbures non conventionnels. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne l'assurance vie. J'ai cru comprendre que l'assurance vie était une priorité stratégique. Est-ce que c'est nouveau? C'est un changement de cap? Parce qu'il me semblait que AXA levait le pied plutôt sur l'assurance vie ces dernières années. Donc, est-ce qu'il y a un changement de politique en ce qui concerne l'épargne et l'assurance vie? Merci. Merci pour vos deux questions. Je propose que je réponde à la deuxième question et Ulrike va répondre à la première question sur notre politique de souscription et investissement dans le GLN, mais aussi dans le gaz de schiste. Alors, l'assurance vie était toujours et va être un grand pilier d'AXA. Vous l'avez vu, ça représente une grande partie de notre entreprise et on voit certainement, comme je l'ai dit avant, que les besoins des populations et des clients en termes de retraite, en termes de prévoyance, vont que grandir dans la durée. C'est ce qu'on a fait dans les dernières années. On a certainement changé notre mix dans l'assurance vie. À l'époque, on était très focalisé sur l'épargne pure, ça veut dire en concurrence avec beaucoup des banques, beaucoup des gestionnaires d'actifs, et on a changé ce mix vers les retraites, parce que ça c'est vraiment notre activité cœur, comment on peut aider nos clients de gérer la longévité de leur vie. On a changé ça et deuxièmement, on a changé notre mix aussi vers des produits qui sont plus équilibrés en termes de garantie et de l'upside sur les marchés. Et c'est ce mouvement qui a fait qu'on a changé mix et sens des produits et ça a créé la nouvelle base pour maintenant aussi générer une croissance dans l'assurance vie. Bien sûr, en Europe, tous les marchés, en particulier le marché français, sont des marchés très importants, mais je vous rappelle aussi qu'en Asie, nous sommes un grand acteur dans l'assurance vie, en particulier au Japon et à Hong Kong. Ulrike, sur la deuxième question. Merci Thomas. Bonjour Eric. Donc effectivement, on a été interrogé par vos confrères de Solidia. La réponse on a eu deux questions. On a eu notre question sur notre politique concernant le GNL, LNG en anglais. Et effectivement, nous n'avons pas de politique d'exclusion concernant ce type d'infrastructure. Concernant le gaz de schiste, nous excluons toute assurance à des entreprises qui tirent plus de 30% de leur production de pétrole ou de gaz du pétrole ou gaz de schiste. Et ça, on l'applique depuis un certain temps. Donc voilà les réponses qu'on a fournies. Merci Ulrike. Juste pour la remise en contexte, on a moins de 1% de nos investissements qui sont dans les énergies fossiles. Et on continue à revoir nos politiques régulièrement. C'est ça l'esprit de l'accompagner, la transition écologique. La prochaine question. Oui, bonjour à tous. J'aimerais savoir si vous pouvez nous préciser le coût des catastrophes naturelles au dernier trimestre, et singulièrement en France. Vous ne donnez pas d'objectif de solvabilité, il me semble, de ratio de solvabilité pour votre plan 2026. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et éventuellement nous donner quelques indications? Également, dans ce plan 2026, est-ce que vous avez un objectif chiffré de réduction de coûts? Et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur vos projets de offshoring et nearshoring? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de recrutement net dans ces pays que dans vos marchés mûrs et à quelle hauteur?
Et une dernière question, si je n'ai pas abusé, sur la France, où la croissance de l'activité du chiffre d'affaires a été négative l'an dernier. Qu'est-ce que vous anticipez pour les années à venir? Merci. Alors, je compte 5 questions maintenant, si j'ai bien compté. La première question était sur les coûts de catastrophes naturelles au dernier trimestre. Alban, c'est une question pour toi. La deuxième question, c'était pourquoi pas de l'objectif solvabilité 2. Alban, aussi pour toi. Troisième question, objectif des réductions de coûts 2026. Frédéric, c'est pour toi. Le sujet offshoring et nearshoring. Alexandre, tu veux répondre en anglais et on va vite traduire. Et la France et le développement du chiffre d'affaires, Guillaume Bory en français. Alban, première de questions. Sur les catastrophes naturelles, je ne vais pas pouvoir vous donner le chiffre du dernier trimestre. Je pense que le chiffre qui est intéressant, c'est que quand on regarde le périmètre France et Europe, le coût des catastrophes naturelles au premier semestre était de 2 points de nos primes. Il était de 9 points de nos primes au deuxième semestre, ce qui prouve la forte saisonnalité que nous avons eue. Ça a affecté principalement l'Italie, la Suisse et l'Allemagne et un peu la France. Sur la solvabilité, alors effectivement, nous ne donnons pas de niveau cible pour une raison assez simple, c'est qu'on avait dit 190% pour le précédent plan, et là on est à 227%. Et on avait régulièrement la question, mais quand est-ce que vous allez rendre l'excédent? En fait, il n'y a pas d'excédent, on est très content d'être au niveau actuel de 227%. Donc ce que l'on dit pour le prochain plan, c'est que nous sommes très heureux d'opérer à ce niveau-là, qui peut varier un petit peu, mais le point important à retenir, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous générons beaucoup de solvabilité, et nous avons énormément réduit les sensibilités de notre solvabilité, notamment au taux d'intérêt. On les a réduits d'environ 60%. Donc notre niveau de solvabilité est raisonnablement stable, et donc nous sommes contents d'opérer à ce niveau-là. Merci Alban. Frédéric? Sur les coûts, donc, nous n'avons pas d'objectif de réduction des coûts en montant absolu. Nous avons des objectifs d'augmentation de la productivité. Alors pourquoi ça? C'est en partie lié au contexte inflationniste, bien sûr, mais on est vraiment focalisé sur ce sujet de la productivité. Vous verrez que dans la présentation qu'on fait aux investisseurs cet après-midi, on donne un chiffre. On dit qu'on veut réduire de 0,5 points le taux de dépenses hors commission par rapport aux primes. Donc il passerait à 9,3%. Donc 0,5 points, ça vous donne un ordre de grandeur, ce qui veut dire donc qu'on fait croître notre activité plus vite que nos coûts. Pour vous donner un exemple, c'est une des raisons pour lesquelles on est très focalisé sur l'automatisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on a l'intention de beaucoup automatiser au cours des 3 prochaines années. Et si on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle nos opérations, d'aucuns diraient back-office, mais je n'aime pas tellement ce mot, donc qui représente 40% de nos effectifs, on pense, au vu de l'expérience qu'on a, que l'automatisation nous fait gagner 3% de productivité par an, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc voilà, donc, objectif, augmentation de la productivité. Donc c'est ce que le nombre de tâches, si je peux dire, que remplit une personne. Alors, sur la question de l'offshoring et nearshoring, et je pense votre question a aussi porté sur les recrutements. Je laisse commencer Alexandre sur la partie offshoring, nearshoring. Karima, si tu pourrais dire quelque chose sur la partie recrutement après, Alexandre, en anglais. Ou français, si tu veux. I'm sorry, I cannot answer in French. Alors, désolé, je ne peux pas répondre en français, mais je vais essayer. Tout d'abord, on a fait du near offshoring dans 2 centres de services au Maroc et en Pologne depuis 10 ans. Et aujourd'hui, nous avons environ 11 000 personnes qui travaillent dans ces pays pour nous. Donc, ce n'est pas nouveau pour AXA. Deuxièmement, vous avez vu qu'en moyenne, nous recrutons 17 000 personnes par an à travers le groupe et environ 60% de ces 17 000
est attribué, se retrouve dans nos marchés centraux en Europe. Troisièmement, nous avons des centres que nous voulons faire développer aussi à l'avenir, et c'est de plus en plus difficile pour trouver toutes les bonnes compétences dans nos marchés matures. Du fait de la retraite, ça va être de plus en plus difficile à trouver quelques-unes des compétences qu'il nous faut. Donc vous avez pu constater qu'on investit dans la technologie, nous avons des initiatives en data, en IA, en automatisation, mais aussi penser à la défense cyber, où nous avons du mal à trouver des experts sur les marchés où nous en avons besoin. Pour nous, c'est donc une initiative très importante pour décrocher les capacités, les compétences qui sont difficiles à trouver sur nos marchés. Mais cela veut dire que nous continuons à recruter, mais nous allons continuer aussi dans nos centres off et nearshoring au Maroc, en Pologne et en Inde. Recrutement en Europe et ailleurs, Karima. Alors effectivement, Alexander l'a souligné, nous sommes en mouvement dynamique, hein, et je pense que la stratégie de croissance, c'est aussi une stratégie dans laquelle nous avons besoin de people pour cette croissance. L'année dernière, nous avons recruté 17 000 personnes, comme l'a dit Alexander, c'est plus 6% par rapport au mouvement précédent, donc nous sommes dans une dynamique forte. 6 000 recrutements en France. Et en France, nous sommes parmi les premiers recruteurs chaque année, avec beaucoup de recrutements qui passent par l'apprentissage, notamment. Donc cette dynamique forte va continuer, en particulier parce que sur certains métiers, nous avons un léger accroissement de nos départs en retraite. Donc pour nous, c'est très important sur les métiers d'expertise, notamment, je pense à l'actuariat, je pense à la souscription, je pense à l'informatique, de continuer à recruter de manière dynamique. Dans ces 17 000, Alexander le soulignait, donc on a plus de 60%, enfin entre 50 et 60% en Europe. Nous recrutons beaucoup de jeunes, nous recrutons toutes les catégories d'âge, et ces 17 000 intègrent pour une partie de nos marchés, en particulier la France, les agents ou les personnels de vente que nous recrutons. Voilà. C'est ça. Alors le near et offshoring, c'est pas remplacer les recrutements en France et ailleurs, c'est ajouter au recrutement sur des profils qu'on ne trouve pas dans nos pays classiques. Guillaume, sur le chiffre d'affaires, parce que certainement s'il y a eu une baisse l'année dernière avec tous ces investissements, on va renverser le trend. Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Amélie, merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais souligner en introduction, comme vous le savez, l'activité France telle qu'elle est reportée dans l'ensemble des publications du groupe inclut un segment international qui était très conséquent en 2022 sur les activités de santé internationale en particulier. Et comme Frédéric et Alban l'ont rappelé au fil de la présentation, nous avons arrêté proactivement 2 très gros contrats internationaux de santé qui pesaient 2,2 milliards dans le chiffre d'affaires 2022. Donc la performance 2023 que vous voyez affichée est évidemment très marquée par cette évolution. Et donc si vous me le permettez, je vais désormais commenter la croissance réalisée sur le périmètre domestique, donc les activités d'AXA France en France. Les activités d'AXA France en France ont cru de 4% dans l'année 2023. Cette croissance est soutenue par l'ensemble de nos activités sans exception. En assurance dommage, on a cru de 8% sur le marché domestique. En assurance santé, on a cru de 6% sur le marché domestique. J'insiste sur cet élément puisque c'est en assurance santé que lorsque vous regardez la publication, le chiffre global est le plus impacté par la croissance internationale. Sur le marché domestique, nous avons cru de 6% en santé. Sur la prévoyance, nous avons cru sur le marché domestique, que ce soit en individuel ou en assurance collective, de 5%. Et enfin, en activité d'épargne, nous avons cru de 2% sur l'année 2023. C'est donc l'activité d'épargne qui a cru le plus lentement, mais néanmoins, nous avons renoué avec la croissance au 2e semestre, ce qui est une évolution par rapport aux résultats que vous aviez vus au 1er semestre, ce qui aussi indique notre confiance pour avoir une croissance soutenue en épargne dans l'année 2024, puisque nos réseaux de distribution sont très mobilisés sur ce développement. Alors cette croissance sur le marché domestique, elle est entretenue par quoi ? Il y a 3 éléments qui l'expliquent. Premièrement,
Pour la première fois depuis longtemps, nous avons fait croître nos réseaux de distribution. Et ça, c'est le départ lancé pour le prochain plan stratégique, puisque comme Frédéric l'a indiqué tout à l'heure, nous avons un objectif, pour la première fois depuis longtemps, de renouer avec l'augmentation du nombre de distributeurs. Le nombre de distributeurs exclusifs d'AXA France, c'est-à-dire le nombre de personnes qui distribuent de façon exclusive des solutions d'AXA France sur le marché français, a cru de 3% en 2023, et on va accélérer cette croissance en 2024. Le deuxième élément qui explique cette croissance, c'est que là aussi, pour la première fois depuis longtemps, nous avons fait croître le nombre de clients particuliers chez AXA France. L'apport net en contrats d'assurance de particuliers s'élève à 425 000 contrats. C'est un record historique depuis maintenant 10 ans pour AXA France. Et ça nous a permis de faire croître notre base de clientèle particulier, qui est déjà de 6 millions de clients, de 2%. Ça, c'est évidemment un élément central pour la croissance future. Parce qu'ensuite, vous le savez, là où nos réseaux de distribution exclusifs sont très bons, c'est dans l'accompagnement dans la durée et dans le multi-équipement dans la durée. Donc, il y a là une source de croissance extrêmement forte. Et enfin, le dernier élément sur lequel je souhaite insister, c'est que cette croissance sur le marché domestique, qui a donc été soutenue en 2023, qui sera davantage soutenue en 2024, elle est faite dans de bonnes conditions de rentabilité. Quand je regarde la performance technique de l'année 2023, par rapport à ce qu'étaient nos résultats techniques de l'exercice courant en 22, donc vraiment la performance intrinsèque, elle s'est améliorée dans les 3 grands métiers, en assurance dommage, en assurance prévoyance et en assurance santé. Donc on a un portefeuille sain sur lequel on va pouvoir accélérer la croissance dans le prochain plan. Merci Guillaume. Amélie, ça répond à toutes vos questions? Oui, merci. Merci. OK, on passe aux prochaines questions. Oui, bonjour, Mathieu, Mathieu bonjour. Rosemin de Reuters. J'avais juste une petite question, enfin deux, sur la Net Zero Insurance Alliance. Donc ça a été un point important l'année dernière. Enfin, vous l'avez quitté et c'était présidé par l'un de vos membres, je pense. Est-ce que c'est complètement mort et enterré? Qu'est-ce qui pourrait réinitier une initiative à ce niveau? Et en lien toujours avec les États-Unis, comment évaluez-vous le risque d'une réélection de Donald Trump dans vos risques pour cette année? Merci. Alors, je vais essayer de répondre à ces 2 questions. La première est plus facile que la deuxième. Sur la Net Zero Insurance Alliance. Alors, la Net Zero Insurance Alliance était fondée à l'époque et très drivée par AXA, dans le sens que c'est ce que la Net Zero Asset Owner Alliance a fait. Ça veut dire sur la partie investissement, d'accompagner la transition climatique. On doit aussi faire sur la partie souscription des risques. Et c'est pourquoi on a dit on doit se réunir avec plusieurs assureurs mondiaux pour discuter quels sont les principes sur lesquels chaque entité après elle-même souscrit des risques, mais pour qu'on puisse vraiment apprendre l'un de l'autre qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça veut dire accompagner la transition climatique en matière d'être assureur. On a bien travaillé ensemble et discuté les principes pendant presque 2 ans, jusqu'à ce qu'on a tout reçu une lettre des Attorney General, 23 Attorney General des États-Unis, sur le fait que apparemment cette réunion de Net Zero Insurance Alliance n'est pas compatible avec les principes de compétition. Bien évidemment, c'était notre première question à l'époque qu'on a clarifié avec les autorités européennes, mais on s'est dit la prochaine étape dans cette Net Zero Insurance Alliance était pour toutes les entreprises de publier leurs propres ambitions. Et c'est pourquoi on s'est dit, on a bien travaillé ensemble pendant 2 ans, on a tout ce qu'il faut pour aller nous-mêmes maintenant au-delà. Et c'est pourquoi on s'est dit, on se focalise plus sur nos engagements climatiques que sur une lutte juridique aux États-Unis. C'est pourquoi on a décidé de quitter cette alliance sans relâcher l'ambition climatique. Parce que vous avez vu, juste 2 ou 3 semaines après notre sortie, on a publié nos propres objectifs qui sont plus ambitieux que ce que vous avez vu dans le passé. Et je pense, nous 3, ont certainement répété 3 fois qu'on veut rester un acteur
très très important et un leader dans l'accompagnement de la transition climatique. Alors, sur les élections américaines, là c'est vraiment quelque chose qui est encore loin parce que les gens oublient toujours qu'on a encore 9 mois avant ça. Et je vois aujourd'hui beaucoup de discussions là-dessus. Et le seul sujet qui me rend quand même un peu triste dans le sens que dans 9 mois encore, on peut encore beaucoup faire. Et je veux dire d'avoir un esprit beaucoup de fois qui est peut-être l'élection est déjà décidée. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de regarder les choses. 9 mois sont beaucoup de temps. Les peuples doivent être responsables pour se battre pour qu'il y ait des candidats qualifiés qui peuvent faire face aux défis qu'on a. Et je pense et j'espère qu'on va voir plus d'activités dans les prochains 9 mois avant cette élection. Oui, bonjour, Alexandre Rajmondari de Bloomberg. Je n'ai qu'une question. Il y avait des articles de presse qui faisaient état de votre volonté de vendre une partie d'AXA Partners sur certains business européens. Donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en était et en quoi ça s'inscrivait dans votre plan stratégique que vous avez présenté ce matin. Alors, comme vous le savez bien, on ne commente jamais sur des rumeurs. C'est pourquoi je ne vais pas commenter. Il est clair que AXA Partners en soi est une entreprise qui est importante pour nous parce que c'est la filière service d'AXA sous la responsabilité de Guillaume Bory. Et peut-être, Guillaume, tu peux élaborer un peu plus qu'est-ce que c'est AXA Partners et pourquoi est-ce que c'est stratégique pour nous. AXA Partners, comme vous le savez, est une combinaison de 3 activités qu'on pilote au niveau global parce qu'il y a des effets d'échelle sur ces 3 activités. L'assurance emprunteur collective, ce qu'on appelle Credit Lifestyle Protection, CLP, l'assurance voyage et les activités d'assistance. Et les activités d'assistance sont évidemment en adhérence extrêmement forte avec toutes nos opérations dans le monde. Donc on travaille en partenariat avec les entités d'assurance AXA dans chacun des pays. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 60% de notre activité. Il y a donc 40% qui est aussi faite avec d'autres assureurs ou d'autres entreprises qui ont besoin de services d'assistance, notamment évidemment les grands loueurs et les grandes activités de construction automobile. Donc c'est une activité qu'on continue de développer, qui a d'ailleurs connu sur la partie assistance et assurance voyage un bon développement en 2023 et qui est effectivement pour ces activités-là tout à fait stratégique pour nous. Parfait, merci. On passe à la prochaine question. Bonjour, Guillaume Clément de News Asset Pro. Et juste une question sur la partie asset management. L'an dernier, comme l'année précédente, vous faites état d'une décollecte auprès des compagnies d'assurance du groupe, notamment liée à la situation de l'épargne. Ma question, c'est comment vous voyez cette situation évoluer cette année, les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose où vous souhaitez inverser la tendance ou pas, notamment compte tenu de votre volonté d'aller vers des classes d'actifs peut-être plus rentables et de la clientèle tierce? Merci. Alors, il est clair que notre gestion d'actifs est un pilier clé pour AXA, parce que la gestion d'actifs fait 2 choses aujourd'hui. Elle est très forte dans la gestion des actifs liquides, les obligations, les equity. Et de l'autre côté, c'est un très grand acteur dans la gestion des actifs alternatifs, comme l'immobilier, comme la dette privée. AXA IM est en service pour AXA, et vous avez tout à fait raison avec nos transactions qu'on a fait, notamment sur les portefeuilles de l'assurance vie, parce qu'on s'est séparé de quelques portefeuilles, qui fait automatiquement que la collecte chez AXA est un peu, je veux dire, plus négatif que ça doit être le cas dans la normalité. Je vous avais dit que la transformation d'AXA est maintenant plus ou moins terminée, parce qu'on a maintenant une nouvelle base qui fait qu'on peut vraiment se focaliser sur le scale-up, comme Frédéric vient de le dire. C'est pourquoi je m'attends
à une collecte qui va être renversée dans le sens que c'est plus positif parce qu'on n'a plus beaucoup des transactions des portefeuilles. Et deuxièmement, j'espère aussi que le sujet des taux va se normaliser dans le sens qu'il y a moins de décollecte de la part de nos clients sur l'assurance vie. Sur la partie gestion d'actifs alternatifs, on voit certainement une grande augmentation de notre collecte parce que là, on travaille aussi beaucoup avec des parties tiers et ça reste des actifs très recherchés par tous les investisseurs institutionnels. On prend une dernière question. Ah, voilà. Oui, Laurence Pochard, la GFI, donc toujours en gestion d'actifs, il y a quand même un petit mouvement de consolidation quand même dans le métier. Est-ce que AXA IM peut être acteur de ce mouvement? Alors, je ne sais pas s'il y a une consolidation, je n'ai rien vu pour le moment, mais c'est vrai, les bruits font que les gens me semblent parler l'un avec l'autre. Je vous avais dit avant à Guillaume que la gestion d'actifs est une activité absolument clé pour nous. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui bien positionnés sur la partie liquide et la partie alternative. Et certainement dans la partie alternative, nous sommes le leader en Europe. Ça veut dire aujourd'hui, on ne recherche pas activement des discussions avec d'autres, mais je n'exclus pas si quelqu'un arrive et nous propose un partenariat sur quelque chose qui va améliorer notre position d'aujourd'hui. Je reste toujours ouvert, mais le sujet n'est pas d'actualité. Merci. Très bien. Merci pour vos questions. Merci à mes collègues pour avoir répondu. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.